Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour achever cette séquence d'histoire, la dernière séquence d'histoire du programme de première générale sur la Première Guerre mondiale. Nous avons vu les causes profondes de la guerre, les différentes phases de la guerre, mais également les conditions de combat et de vie au front, puis dans un grand 2 précédemment, les civils, autant comme acteurs que comme victimes de la guerre. Aujourd'hui, dans ce grand 3, nous allons parler de la sortie de la guerre, à partir de 1918 jusque dans les années 1920, et de la tentative d'une construction d'une paix durable. Vous pouvez donc noter le titre du grand 3, Sortir de la guerre, la tentative de construction d'un ordre des nations démocratique. Point A. Commençons par le bilan de la guerre. Notez directement qu'en octobre-novembre 1918, l'Allemagne et ses alliés signent des armistices, mettant fin au combat. À l'issue de la Grande Guerre, l'Europe est profondément affaiblie. 2 points. Et nous allons voir justement les différents éléments de ce bilan à présent. Commençons par le bilan humain, qui est très lourd, comme vous vous en doutez. Vous le voyez avec ce tableau. Vous voyez que la Russie, par exemple, connaît 1,8 million de morts et disparus, presque 5 millions de blessés. La France a 1,4 million de morts, 4,2 millions de blessés. Bref, des bilans très lourds. L'Allemagne, elle atteint même 2 millions de morts. Au total, cette guerre aura fait près de 10 millions de soldats morts en Europe, ce qui représente quand même 13% des mobilisés. Si on y inclut les blessés, on a 42% des soldats qui sont soit morts, soit blessés. À ce bilan, il faut ajouter également les civils qui ont subi la guerre. On évalue à environ 6 millions le nombre de civils morts de la guerre. Il y a aussi les blessés, que l'on évalue à 21 millions. Les blessés, d'ailleurs, parmi les plus atteints, sont appelés les gueules cassées. D'ailleurs, le document à droite montre les principales parties du corps les plus touchées par ces blessures. C'est notamment les membres inférieurs, avec des mutilations au niveau des jambes, les membres supérieurs, donc au niveau des bras, ou encore la tête, avec parfois des mâchoires détruites totalement. Justement, ces soldats, que l'on appelle les gueules cassées, vous en voyez une photo à gauche, sont des soldats qui sont profondément mutilés et qui ont du mal à se réintégrer, à retrouver un emploi. Vous voyez ici à droite un ancien soldat agent de la ville de Paris, à qui l'on a donné une prothèse qui lui permet de remplacer son bras et d'y mettre un râteau qui lui permet de ramasser les feuilles dans un parc parisien. On retrouve également des représentations de ces gueules cassées dans l'art, vous le voyez avec ce tableau d'un ancien combattant, intitulé « Fête de la victoire, le défilé des mutilés », puisque lors du défilé de la victoire en 1919, on fait défiler au premier rang des gueules cassées de la Grande Guerre, pour leur rendre bien évidemment hommage. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. Premier point, bilan humain. Les pertes humaines sont énormes. Près de 10 millions de soldats morts en Europe, plus environ 6 millions de civils. 21 millions de blessés, dont les plus atteints sont les gueules cassées, c'est-à-dire les soldats mutilés par les bombardements. Certains pays ont perdu une grande part de leur population. C'est le cas de la Serbie. La Serbie n'est pas le pays qui a connu le plus de pertes en nombre d'hommes, mais par rapport à sa population. Le nombre de soldats morts de Serbie représente une perte d'un quart, 25% de sa population. Ces soldats morts entraînent également des bouleversements au niveau des familles. Vous pouvez noter qu'en France, on a 6 millions d'orphelins de guerre qui deviennent alors des pupilles de la nation, c'est-à-dire qu'ils ont un statut qui leur permet d'être pris en charge par l'État,
qui leur offre notamment une pension pour l'éducation. Qui dit orphelin dit également veuve. 600 000 veuves de guerre en France. À ces veuves et à ces orphelins, on verse alors des pensions. Toutefois, cela ne s'arrête pas là. Vous notez également que le monde entier est frappé en 1918 par une épidémie que l'on appelle alors la grippe espagnole. Alors, elle ne vient pas d'Espagne, elle vient en fait d'Asie, et elle est arrivée ensuite aux États-Unis par le commerce, et ce sont les soldats américains venus aider les Français et les Anglais qui apportent le virus en Europe, où il fera 2 millions de morts. Mais au niveau mondial, cette épidémie fera entre 24 et 40 millions de décès. Donc vous voyez que finalement, l'épidémie de grippe espagnole fera encore plus de morts que la guerre elle-même, et que donc cette grippe espagnole, vous le notez, alourdit le bilan humain. Pour les Européens, c'est un véritable choc, traumatisme. D'ailleurs, les Français diront à ce moment-là que la guerre, la Grande Guerre, doit être en tout cas, la der des der, c'est-à-dire la dernière des dernières des guerres. Deuxième élément, le bilan cette fois-ci démographique. On a tout d'abord un déséquilibre entre les deux sexes. C'est-à-dire que, avec la mortalité des hommes à la guerre, on a moins d'hommes que de femmes dans tous les pays ayant participé à cette guerre. Par exemple, en 1919, en France, on compte alors 120 femmes pour 100 hommes. La guerre a également entraîné un déficit des naissances, et on le voit très bien sur cette pyramide des âges. Une pyramide des âges, c'est une répartition par classe d'âge de la population d'un pays à un moment donné, et vous le voyez ici, les années de naissance qui correspondent à la guerre sont marquées par beaucoup moins de naissances qu'en temps habituel. Or, cela va poser problème puisque ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui naissent pendant la guerre, qui sont peu nombreux, quand ils arriveront à l'âge eux-mêmes de faire des enfants, feront donc moins d'enfants mécaniquement. Donc vous pouvez noter, deuxième élément, bilan démographique, déséquilibre entre les deux sexes du fait de la surmortalité masculine et un déficit des naissances pendant les années de guerre, ce qui entraîne donc une baisse des naissances. Troisième point, on a également un bilan matériel qu'il faut aborder. Ce bilan matériel est très lourd, on a des dégâts très importants dans les zones de combat. Alors tous les pays ne sont pas impactés de la même manière. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, par exemple, ont peu de destruction sur leur territoire puisque leurs territoires ont connu très peu de combats. Par contre, la Belgique, le nord-est de la France ou l'ouest de la Russie sont particulièrement touchés. On a notamment des villes bombardées, vous avez ici une photographie de Lens, dans le Pas-de-Calais, où à la sortie de la guerre, il ne reste que des ruines. Un autre exemple, avec Soissons, où finalement ne subsistent que les murs de la cathédrale que l'on voit en arrière-plan sur cette photo. Vous pouvez donc noter, bilan matériel, les dégâts sont très importants dans les zones de combat. Villes bombardées, villages rasés, terres agricoles retournées et chargées d'obus et de cadavres, si bien qu'il est impossible de cultiver de nouveau sur ces terres. Entre parenthèses, cela concerne la Belgique, le nord-est de la France ou encore l'ouest de la Russie. Vous rajoutez qu'à la fin de la guerre, les États font face au défi de la reconstruction et donc doivent emprunter de nouveau, notamment aux États-Unis. Un exemple pour les destructions en France, 300 000 maisons détruites, 62 000 km de routes, 5 000 km de voies ferrées, 3 millions d'hectares de terres agricoles. Voilà le défi de la reconstruction pour la France. Alors ce défi de la reconstruction, et notamment du financement, amène au point suivant, le bilan financier.
Vous notez pour le bilan financier que l'on a un endettement des États qui ont fait des emprunts pour financer la guerre, et rappelez-vous, on l'a vu dans le Grand 2, pour financer l'effort de guerre et notamment l'armement. Cela entraîne, en fait, au fait que les États-Unis sortent alors renforcés de la guerre. Rappelez-vous le titre de la séquence, la Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe. Et en fait, la Première Guerre mondiale, c'est ça. L'Europe était alors la grande puissance économique dans le monde. La Première Guerre mondiale va l'affaiblir et concrétiser, confirmer le début d'une nouvelle grande puissance mondiale, les États-Unis. Les dettes, on les voit bien sur le document que vous avez sur le diaporama, par exemple le Royaume-Uni, qui emprunte aux États-Unis, est endetté de 4 milliards de dollars vis-à-vis des États-Unis. La France, elle, est endettée à hauteur de plus de 2 milliards de dollars. Enfin, il y a le bilan social également. Rappelez-vous, les femmes ont joué un rôle très important dans la guerre, et pour autant, vous le notez, après la guerre, les hommes reprennent leur poste. Les femmes qui ont joué un rôle très important finalement dans la victoire de certains pays réclament alors des droits. Vous notez qu'au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, les femmes obtiennent alors le droit de vote. Mais pas en France, puisque comme vous le savez certainement, le droit de vote accordé aux femmes ne le sera qu'en 1944. Enfin, dernier bilan, et pas le moindre, le bilan psychologique. Le bilan psychologique notamment pour les soldats. On a des soldats qui ont connu pendant des années la violence, une violence extrême. Ils ont connu la peur omniprésente, l'angoisse, des conditions de combat brutales, et cela entraîne, vous le notez, une difficulté pour les soldats de se réintégrer dans la société. Comment faire quand pendant des années vous avez connu une violence? Comment faire pour revenir à une vie normale? Cela amène à la notion notamment de brutalisation, c'est-à-dire que l'on a des soldats qui ont connu une violence, qui ont du mal à retrouver des comportements sociaux normaux. Vous rajoutez que certains soldats reviennent avec des traumatismes psychologiques, dépression, tremblements, etc. Et c'est ce que l'on appelle le stress post-traumatique. Les arts sont aussi marqués d'ailleurs par la violence de la guerre. C'est notamment le cas des peintures d'Otto Dix, qui est un ancien combattant et dont vous avez un exemple ici avec cette toile intitulée « Invalide de guerre jouant aux cartes ». On a ici 3 anciens combattants de la Première Guerre mondiale. On a des gueules cassées. On le voit nettement avec ses jambes mutilées, remplacées par des jambes de bois. On le voit également par ses visages totalement déformés, exagérés bien évidemment, mais totalement déformés. On a des soldats qui reviennent totalement défigurés à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement. Ces anciens soldats vont d'ailleurs s'assembler dans ce qu'on appelle des associations d'anciens combattants, où finalement ils partagent tous le point commun d'avoir connu des conditions de vie, des conditions de combat brutales. En France, ces anciens combattants d'ailleurs obtiendront une pension et s'engageront pour le pacifisme, c'est-à-dire pour le maintien de la paix. Plus jamais la guerre. En Italie et en Allemagne, ces anciens soldats se rapprochent des partis d'extrême droite pour obtenir une vengeance. Et nous le verrons l'année prochaine, notamment, ils se rapprochent du parti nazi. Tout cela pour dire que finalement, on a un traumatisme chez les Européens qui doutent alors à ce moment-là de la grandeur, ou de la soi-disant grandeur, de la civilisation européenne. Bien, donc nous avons vu le bilan. À présent, nous allons passer au grand B sur la difficile construction d'une paix durable. S'il y a un homme qui a joué un rôle central dans cette construction d'une paix durable, c'est le président des États-Unis de l'époque, Wilson.
Wilson, en janvier 1918, va faire un discours qui a marqué l'histoire, dans lequel il présente un programme de 14 points sur lesquels il veut bâtir la paix future. C'est en quelque sorte les conditions de la future paix. Parmi ces 14 points, quelques points importants. Tout d'abord, pour lui, il faut qu'il y ait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire le principe selon lequel chaque peuple doit déterminer la forme de son gouvernement. Pour lui, il faut respecter enfin les nationalités, c'est-à-dire un peuple, un État, un territoire. On le voit dans le 13e point notamment, un État polonais indépendant devra être créé, qui comprendra les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises. Donc pour lui, enfin, il faut créer une Pologne pour les Polonais. Or, je vous rappelle que depuis le 19e siècle, la Pologne est éclatée entre plusieurs États. Il va plus loin parce que pour lui, il faut aussi écouter les revendications coloniales. Il le dit notamment dans le point 5, arrangement librement débattu, dans un esprit large et absolument impartial de toutes les revendications coloniales. Il défend aussi la réduction des armements. Rappelez-vous, la course aux armements avant la guerre avait participé en tout cas, au début de cette guerre. Dans son point numéro 4, il dit « Échange de garanties suffisantes que les armements de chaque pays seront réduits au minimum compatible avec la sécurité intérieure. » Pour lui, un pays ne doit être armé que pour maintenir l'ordre dans ce pays et non pas pour faire la guerre contre d'autres pays. Et enfin, il se fait le défenseur de la liberté des mers et du libre-échange, sans barrières douanières, sans droit de douane, entre tous les pays. Et surtout, dans le 14e point, il dit qu'il faut qu'une société des nations soit constituée en vertu des conventions formelles ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. Ce que veut dire Wilson là, c'est qu'il faut créer une institution internationale réunissant tous les États qui serait chargée de garantir la paix et d'éviter une nouvelle guerre généralisée. Justement, en janvier 1920, donc 2 ans après ce discours, on a la Société des Nations, la SDN, qui est créée et qui réunit les États souhaitant éviter une nouvelle guerre. C'est la première organisation internationale de l'histoire, l'ancêtre d'ailleurs de l'ONU actuelle. Et pourtant, cette SDN, elle est affaiblie dès sa création pour plusieurs raisons. Première raison, elle ne rassemble pas tous les États. Vous avez en rouge ici les États non membres. Rappelez-vous Wilson, qui défend justement cette institution internationale. Eh bien, Wilson et les États-Unis ne rejoignent pas finalement la SDN et se replient sur eux-mêmes. Autre problème de cette SDN, on a également des décisions qui doivent être prises à l'unanimité dans le Conseil. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un État du Conseil qui est contre une intervention dans un pays ou contre un pays, et alors la SDN n'agira pas. Et c'est ce qui va se passer justement. Enfin, dernier problème avec la SDN, c'est qu'elle ne dispose pas d'armée, de forces armées pour faire appliquer la paix, pour faire appliquer ses décisions. Elle dispose uniquement de moyens de pression avec des sanctions économiques et commerciales. Vous pouvez donc noter, en guise de trace écrite, d'abord le titre du grand B, la difficile construction d'une paix durable. Dans son discours du 8 janvier 1918 devant le Congrès des États-Unis, le président Wilson présente un programme de 14 points sur lesquels il veut bâtir la paix future. Premier point, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le respect des nationalités et encore l'écoute des revendications coloniales.
À ce moment-là, d'ailleurs, les peuples colonisés, notamment en Inde, espèrent obtenir une autonomie, voire l'indépendance après les sacrifices consentis pendant la guerre. Et pourtant, la décolonisation n'est pas encore pour tout de suite. Deuxième point important de ce programme de Wilson, la réduction des armements, et enfin, la liberté des mers et le libre-échange entre tous les pays. Pour lui, le commerce doit être possible et garantir la paix. Si tous les pays commercent ensemble, alors pour Wilson, il n'y aura plus de guerre. Pour ajouter que Wilson appelle aussi à créer une institution internationale qui serait chargée de garantir la paix et d'éviter un nouveau conflit généralisé. Suite de la trace écrite, en janvier 1920, la Société des Nations, donc la SDN, naît et réunit les États souhaitant éviter une nouvelle guerre. Néanmoins, la SDN est affaiblie dès sa création, car certains États n'y adhèrent pas, c'est le cas des États-Unis, et elle ne dispose pas non plus de forces armées pour faire appliquer ses décisions. Alors si l'armistice, ou du moins les armistices, sont signés, cela ne fait que les combats sont arrêtés uniquement. L'armistice, c'est ça. C'est l'arrêt des combats, l'arrêt des affrontements, l'arrêt des batailles. Mais la guerre ne prend pas fin avec l'armistice. Pour que la guerre prenne fin, il faut signer des traités de paix pour installer une paix durable. Cela nous amène à un point de passage et d'ouverture imposé par le programme. Vous le notez, zoom sur le traité de Versailles. Vous notez cette petite introduction de contextualisation. Si les combats sont arrêtés, il est nécessaire de rédiger des traités pour établir une paix durable. La conférence de la paix s'ouvre à Paris en janvier 1919. Les représentants des pays réunis y discutent des conditions de la paix. Cette étude de document sera très courte, vous avez deux questions. Quels sont les principaux signataires du traité de Versailles? Et question 2, classer les principales décisions du traité de Versailles qui concernent l'Allemagne. Et pour cela, vous aurez un tableau dans les polycopiés que je vous envoie par mail avec les consignes et le tableau à remplir à l'aide des documents. Vous utilisez les documents du manuel mentionnés, donc pages 288-289. Sur le polycopier, vous avez également le lien vers le manuel numérique si jamais vous n'avez pas à disposition le manuel papier. Comme d'habitude, vous mettez à présent sur pause, vous faites l'activité sérieusement et vous revenez ensuite à la capsule vidéo pour prendre en note la correction. Nous passons à présent à la correction de l'étude de documents sur le traité de Versailles. Alors ce traité est un traité entre les puissances qui sont victorieuses dans la guerre et l'Allemagne uniquement. Première question à laquelle vous aviez à répondre, quels sont les principaux signataires du traité de Versailles? Vous avez dû noter, et si ce n'est pas le cas, vous le faites à présent, que le traité de Versailles est l'œuvre de Wilson, président des États-Unis, Clemenceau, qui représente la France, Lloyd George, qui représente le Royaume-Uni, et Orlando, qui représente l'Italie. Tout cela était dans le document 1. C'est-à-dire, en fait, les pays vainqueurs, les pays qui se sont alliés, qui ont gagné la guerre, et qui imposent les conditions de la paix à l'Allemagne, qui n'a d'ailleurs pas son mot à dire dans cette affaire. La Russie, me direz-vous, pourquoi n'est-elle pas présente? Rappelez-vous, elle a signé la paix, une paix séparée en 1917, et elle n'est donc pas considérée comme un pays vainqueur. Nous passons à présent à la question numéro 2, classer les différentes décisions du traité de Versailles qui concernent l'Allemagne. Pour cela, vous aviez un tableau en 4 colonnes avec des catégories déjà pré-remplies, il vous suffisait de les compléter. Première catégorie déjà, la démilitarisation de l'Allemagne.
Cela passe, premier élément, et vous le notez, par la limitation du nombre de soldats. 100 000 soldats maximum pour le maintien de l'ordre en Allemagne. Donc, pas de grande armée. Limitation aussi de l'armement de l'Allemagne, avec l'interdiction d'avoir des avions, des chars, des blindés ou des tanks. Bref, on veut désarmer l'Allemagne, démilitariser l'Allemagne, pour éviter qu'elle serait une menace pour une nouvelle guerre. Deuxième colonne, les territoires allemands. Bien évidemment, l'Alsace et la Moselle sont rétrocédés, rendus à la France. Reprenons la carte que vous aviez dans le manuel. L'Alsace et la Moselle, rappelez-vous, qui depuis 1871 font partie du Reich, de l'Empire allemand, redeviennent françaises. L'Allemagne perd aussi ses colonies. En fait, au total, l'Allemagne perd 20% de son territoire suite au traité de Versailles. Troisième colonne, la responsabilité de la guerre. Vous l'avez peut-être repéré, si ce n'est pas le cas, vous le notez, l'Allemagne et ses alliés sont jugés responsables de la guerre et des dommages. Et découle de tout cela, vous le notez également, l'Allemagne et ses alliés doivent payer des dommages aux vainqueurs. C'est-à-dire que l'on dit à l'Allemagne qu'elle doit payer un certain montant qui correspondrait aux réparations des dommages subis. L'Allemagne et ses alliés sont accusés d'avoir mené à la guerre, donc la France, le Royaume-Uni se battent en touche et finalement considèrent qu'ils ne sont pas coupables de la guerre, bien qu'ils y aient participé, et donc l'Allemagne doit subir tout le poids des conséquences de la guerre, et notamment des réparations fixées à quand même 132 milliards de marks or. L'Allemagne, si elle avait dû payer vraiment la totalité, aurait fini de payer en fait en 1988. Mais elle arrête finalement de payer ses indemnités en 1932 et au total, elle aura versé un peu plus de 20 milliards de marks or. Nous passons à la dernière colonne, création d'une zone tampon entre la France et l'Allemagne. Cela passe d'abord par la démilitarisation de la région du Rhin. Le Rhin, c'est ce qui sépare la France de l'Allemagne, et pour la France, c'est une région dangereuse. Elle veut donc installer une zone de sécurité dans cette région. On le voit ici, on a une démilitarisation de cette région du Rhin, et cela va même plus loin. Vous le notez, on a une occupation aussi de la rive gauche du Rhin par les pays vainqueurs pendant 15 ans. Je reprends la carte, donc c'est toute cette zone à gauche du Rhin qui doit être occupée militairement par les vainqueurs de la guerre. Donc toute cette zone au niveau du Rhin est une zone pacifiée de contrôle qui échappe totalement à l'Allemagne pendant 15 ans et qui doit permettre de garantir la sécurité de la France. Donc vous le notez d'ailleurs, la France impose ses décisions pour sécuriser sa frontière à l'Est. Vous l'aurez compris, je pense, ce traité de Versailles affaiblit considérablement l'Allemagne, qui considère d'ailleurs ce traité comme un diktat, c'est-à-dire une chose dictée, imposée, destinée à humilier les Allemands. L'Allemagne a dû signer ce traité sans avoir la possibilité de négocier. D'ailleurs, on a ici quelques caricatures qui montrent bien le sentiment allemand suite au traité de Versailles, avec à gauche la représentation des vainqueurs, vous avez notamment Clémenceau, Lloyd George ou encore Wilson, qui amène à la guillotine un homme qui représente l'Allemagne, ou encore ici Clémenceau représenté comme un vampire qui aspire les forces vitales, le sang de l'Allemagne, représenté ici avec cette allégorie. Vous pouvez donc noter que l'Allemagne est très affaiblie par ce traité considéré comme un diktat, destiné à humilier les Allemands. L'Allemagne va d'ailleurs refuser de payer les réparations dans un premier temps, ce qui va entraîner l'occupation de la région industrielle de la Ruhr par la France.
Alors la Ruhr, c'est cette région à l'ouest de l'Allemagne, qui est une région qui possède beaucoup de charbon, et donc la France va profiter bien évidemment pour récupérer du charbon. Alors, nous venons de voir là un traité, le traité de Versailles, qui concerne l'Allemagne, mais il y a d'autres pays avec qui il faut aussi rédiger des traités. Donc d'autres traités sont rédigés, c'est le cas notamment du traité de Saint-Germain-en-Laye pour l'Empire d'Autriche-Hongrie. Rappelez-vous, cet empire d'Autriche-Hongrie est composé de différents peuples qui réclament leur indépendance, et justement, après la Grande Guerre, on va donner l'indépendance à plusieurs de ces États. Par exemple, cet empire d'Autriche-Hongrie donne naissance à ce moment-là à l'Autriche, à la Hongrie, à la Yougoslavie, composée du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine ou encore de la Serbie. Vous avez aussi le deuxième grand traité de cette guerre, le traité de Sèvres, avec l'Empire ottoman qui est éclaté, avec d'un côté une Turquie indépendante, mais aussi des territoires au Moyen-Orient qui portent des noms encore actuels, comme la Syrie, l'Irak ou la Palestine, qui ne deviennent pas indépendants, contrairement aux promesses britanniques, mais qui deviennent des protectorats, des mandats anglais et français. Donc les Anglais et les Français vont en fait contrôler ces zones. Enfin, dernier élément de cette nouvelle carte de l'Europe, la Pologne est finalement créée avec un accès à la mer, juste ici, que l'on appelle le couloir de Danzig, qui coupe en deux le territoire allemand, puisque l'Allemagne, vous la trouvez ici, et il y a un territoire allemand ici. Donc on est vraiment, là aussi encore une fois, le but c'est d'affaiblir l'Allemagne, d'humilier l'Allemagne. D'ailleurs, on humilie l'Allemagne en la faisant venir aussi à Versailles. Le choix du château de Versailles pour la signature du traité de Versailles n'est pas innocent. En 1871, c'était le lieu où les Allemands avaient fait signer le traité de paix aux Français, prévoyant la perte de l'Alsace et de la Moselle, et surtout où ils ont proclamé la naissance de leur empire allemand. Donc les Français ont voulu faire revenir les Allemands là où ils les avaient humiliés, pour les humilier à leur tour dans cette galerie des glaces de Versailles. Vous pouvez noter, en guise de trace écrite, que d'autres traités sont également rédigés qui entraînent le démembrement des grands empires. Premier élément, l'Empire d'Autriche-Hongrie est divisé en plusieurs États indépendants. Deuxième élément, l'Empire ottoman est éclaté entre la Turquie indépendante et des territoires qui passent sous le contrôle des puissances européennes, comme l'Irak, la Syrie ou la Palestine. Et enfin, création de la Pologne, dont l'accès à la mer divise en deux l'Allemagne. Vous l'aurez, je pense, remarqué, le problème de ces traités, c'est qu'ils sont à chaque fois imposés par les vainqueurs. Et certains pays ne vont pas accepter les conditions de ces traités, c'est notamment le cas de la Turquie. Il était prévu que la Turquie aurait été extrêmement réduite et que même une partie de la Turquie actuelle aurait été donnée aux Grecs. Les Turcs, menés alors par Mustafa Kemal, vont mener une guerre pour agrandir la Turquie prévue, et c'est ce que vous voyez dans ces limites rouges. Donc là, ça donne naissance en fait à la Turquie que l'on connaît maintenant. Il était prévu notamment de créer une Arménie indépendante pour protéger les Arméniens. Eh bien, la Turquie on a décidé autrement, et l'Arménie est intégrée à la Turquie. Il en est de même d'ailleurs pour le projet d'un État kurde. Vous pouvez donc noter que certains États vont remettre en cause ces traités. Exemple, la Turquie, qui fait la guerre à la Grèce, qui a gagné des territoires en Asie mineure. La Turquie obtient un nouveau traité, le traité de Lausanne, donnant naissance à la Turquie moderne en 1923. Alors, une fois que ces traités de paix sont signés, on aurait l'impression que l'Europe est finalement en paix. Mais en fait, il va falloir encore un peu de temps avant que l'Europe connaisse une paix, de quelques années en tout cas.
puisque il y a un pays en Europe où la guerre continue en quelque sorte. C'est la Russie. Rappelez-vous, révolution en 1917, première révolution en février, il y a un gouvernement qui se met en place, plutôt conservateur, mais qui commence à mettre en place une démocratie, mais seconde révolution en octobre 1917 par les bolcheviks, qui sont des marxistes révolutionnaires menés par Lénine, qui eux mettent en place une dictature. Le pays est profondément divisé et cela va entraîner une guerre civile jusqu'en 1922. Guerre civile d'un côté entre les bolcheviks, rouges, communistes, et de l'autre, ce que l'on appelle les Russes blancs, qui sont partisans de la monarchie. Plusieurs pays étrangers, notamment la France et les Britanniques, vont intervenir dans cette guerre civile, ajouter leur grain de sel. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la révolution communiste se propage dans le reste de l'Europe. Et donc ils vont aider les Russes blancs, mais ils vont aussi aider des peuples qui veulent devenir indépendants vis-à-vis de la Russie. Et c'est notamment le cas des Géorgiens, que vous avez au sud, ou encore des Ukrainiens à l'ouest de la Russie. En 1922, finalement, l'armée rouge, qui est l'armée des bolcheviks, l'armée de Trotsky et Lénine, l'emporte. La Russie, d'ailleurs, devient à ce moment-là un État fédéral, c'est-à-dire composé de plusieurs républiques, et un État dictatorial, sous la gouverne de l'homme que vous voyez en photo ici, Lénine, et la Russie d'ailleurs change de nom et devient l'URSS. Vous pouvez donc noter en guise de trace écrite que toutefois l'Europe n'est pas pacifiée en 1918. Après la révolution d'octobre 1917, la Russie bascule dans la guerre civile. Les bolcheviks, rouges au pouvoir, qui sont marxistes, affrontent les Russes blancs, partisans de la monarchie. Plusieurs pays étrangers interviennent dans ce conflit pour limiter l'influence du communisme et aider certaines nationalités à obtenir l'indépendance, comme les Ukrainiens ou les Géorgiens. Néanmoins, l'armée rouge finit par l'emporter et tente de conquérir la Pologne en vain. Cette guerre aura d'ailleurs un bilan désastreux, 3 millions de morts, 2 millions de morts de la famine en 1921-1922. Le tsar et sa famille sont d'ailleurs exécutés par les bolcheviks pour empêcher toute restauration de la monarchie en Russie. Vous rajoutez ensuite 1922, la Russie devient un État fédéral dictatorial, l'URSS, dirigé par Lénine. Alors, cette victoire, finalement, des bolcheviks va entraîner un déplacement de population, et c'est ce que l'on voit sur ce document. Vous avez, et c'est les flèches roses, une population russe, donc c'est les Russes blancs, ceux qui étaient partisans de la monarchie, qui ont perdu la guerre, et qui vont donc partir de Russie, quitter l'URSS, pour le reste de l'Europe, notamment l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. On a des Russes qui partent en exil, et pas peu de Russes d'ailleurs, puisqu'on a 1 million de Russes qui quittent la Russie et qui deviennent à ce moment-là alors apatrides, c'est-à-dire une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant, c'est-à-dire une personne sans nationalité. Or, à l'époque, ce n'est pas faisable. Tout individu doit avoir une nationalité pour changer de pays, pour passer les frontières. Et cette nationalité, elle est incarnée par un document qui est le passeport. Si bien que la SDN, dont on a parlé tout à l'heure, va créer un nouveau statut que l'on appelle le statut des réfugiés, et un passeport, le passeport Nansen, vous en avez ici un exemple, qui accorde à toute personne n'ayant pas de nationalité, c'est-à-dire un apatride, une protection et la possibilité de passer les frontières. Ce statut, il profite aux Russes, qui quittent sous la force en tout cas l'Allemagne, mais il profite aussi aux Arméniens, qui fuient la Turquie à ce moment-là. Vous pouvez donc noter, égal, donc suite de la guerre
civile de Russie, exile d'1,5 million de Russes qui deviennent apatrides, c'est-à-dire une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant, c'est-à-dire une personne sans nationalité. La SDN crée le passeport Nansen qui accorde à ces apatrides une protection et la possibilité de passer les frontières. Nous voyons donc bien là, et c'est la conclusion de ce point B, que le retour à la paix, il se fait de manière très lente. On a un long retour à la paix. Il ne se fait pas du jour au lendemain, mais sur plusieurs années. En cela, le retour à la paix est donc bien un processus. Nous passons à présent à la conclusion, qui est à la fois la conclusion de ce chapitre et la conclusion du programme. Titre de la conclusion que vous notez, les enjeux de la mémoire de la Grande Guerre par les acteurs collectifs, individuels et les familles. Vous notez directement que la Grande Guerre fait à la fois partie de la mémoire collective, c'est-à-dire commune à tous, que l'on soit français, allemand, britannique, russe, états-unien. La guerre fait partie de notre histoire commune, de notre mémoire commune, de notre passé commun. Mais aussi de la mémoire individuelle. Toutes les familles à l'époque connaissent un disparu à la guerre, subissent le deuil. Pour ajouter que toutes les familles connaissent le deuil, parfois difficile, car les corps de leurs proches ne sont pas toujours rapatriés. Le deuil prend aussi parfois des formes collectives. Dès la fin de la guerre, de grands cimetières sont aménagés près des zones de combat pour regrouper les corps des soldats morts retrouvés. Et vous avez peut-être l'occasion d'en visiter dans le nord et dans l'est de la France. Justement, la France, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, font le choix de rendre hommage à un soldat inconnu qui est le symbole, le représentant de tous les morts de la guerre. En France, par exemple, vous voyez en haut à gauche, le corps d'un soldat non identifié est déposé sous l'Arc de Triomphe à Paris, en 1921. Les Britanniques font d'ailleurs la même chose, même si on le sait assez peu en France, en inhumant un Tommy, c'est le surnom qu'on donnait aux soldats britanniques, un Tommy inconnu dans l'abbaye de Westminster en 1920. Le soldat inconnu en France fait d'ailleurs l'objet de commémorations tous les ans, avec la venue du président de la République, qui vient déposer une gerbe et ranimer la flamme sous l'Arc de Triomphe et sur la tombe du soldat inconnu. On a également, dès les années 1920, la construction de grands mémoriaux, de lieux de mémoire, pour se souvenir de la guerre. Ces lieux de mémoire, ces mémoriaux, sont construits directement sur les lieux des batailles et dans les pays ayant participé à la guerre. Un exemple, c'est l'ossuaire de Douaumont, que vous voyez ici en photo dans la Meuse, où sont rassemblés les restes d'environ 130 000 soldats non identifiés, français et allemands, et les tombes de plus de 16 000 soldats français. Donc ce sont des grands cimetières à perte de vue. Vous pouvez donc noter qu'en France et au Royaume-Uni, l'État décide de rendre hommage à un soldat inconnu représentant tous les morts de la guerre. Exemple, en France, le corps d'un soldat non identifié est déposé sous l'Arc de Triomphe à Paris. Dans les années 1920 et 1930, des mémoriaux sont construits sur les lieux de bataille et dans les pays ayant participé à la guerre. Exemple, l'ossuaire de Douaumont. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans le cas de la France, par exemple, chaque commune fait construire ce qu'on appelle un monument aux morts, en hommage aux soldats morts de la commune. Ce monument est financé par les habitants et recense le nom des soldats morts pendant la guerre. Là où il y a parfois un problème, c'est que parfois, dans certaines communes,
Les familles qui ne pouvaient pas payer pour que le nom de leurs soldats soit inscrit n'avaient donc pas ce droit. Donc on retrouve des fois des monuments aux morts incomplets parce que les familles n'avaient pas les moyens de payer, de participer au financement du monument. Alors sur les monuments, ils sont très divers. Vous avez ici une photo du monument aux morts de Beauvais, avec cette scène centrale où on a la paix qui tient entre ses bras un soldat mort. On a également cet exemple dans l'Hérault, où on a la représentation de veuves de guerre, mais également d'orphelins, qui ont tous le regard tourné vers ce soldat étendu par terre, mort à la guerre. Ou encore cet exemple à Montbrun, en Haute-Garonne, où on représente là un poilu, un soldat. Vous pouvez donc noter qu'en France, chaque commune fait construire un monument aux morts financé par les habitants, qui recense le nom des soldats morts de la commune pendant la guerre. Ces monuments deviennent le lieu de commémoration chaque année lors des cérémonies du 11 novembre, jour férié en France, rassemblant les familles, les anciens combattants, les élus, notamment les maires, et les enfants des écoles. Tous ces monuments permettent de garder la mémoire des nombreux morts de la guerre et de leur rendre hommage. En quelque sorte, ces monuments sont là pour rappeler les horreurs de la guerre aux générations suivantes pour que l'on ne recommence pas les mêmes erreurs. Nous avons donc terminé ce chapitre sur la Première Guerre mondiale et de ce fait, nous avons également terminé le programme d'histoire de première générale. Il me reste à vous souhaiter de passer d'excellentes vacances. À très bientôt.